Mes pronos des huitièmes de finale d'Indian Wells, on va faire le pronostic de tous les huitièmes de finale. On est à peu près à mi-tournoi de ce Master 1000 sur 12 jours. On a commencé mercredi dernier, on termine dimanche, donc on est grosso modo à la moitié du tournoi. Et je me dis que ça peut être bien de faire un point et d'en profiter pour faire les pronostics de tous les matchs qui vont avoir lieu. Notamment, pour moi, il y a deux matchs quand même qui sont pour moi les matchs les plus hypants. Le premier, c'est évidemment Djokovic-Draper qui pour moi est le match de ces huitièmes de finale. Novak Djokovic, on ne le présente plus face à Jack Draper qui est de retour depuis Dubaï, même s'il avait fait un match de Coupe Davis, mais bon après il s'était blessé. Depuis Dubaï, il est de retour. Et surtout, il est tenant du titre à Indian Wells, il a gros à jouer et il joue face à Novak Djokovic, donc évidemment, énorme match. Et puis, on a Arthur Fils qu'on va suivre face à Fils Auger-Aliassime parce que c'est toujours très bien d'avoir Arthur Fils qui gagne des matchs. Et évidemment, pour moi aussi, même si je pense que ce match va faire petite, on va y revenir, c'est le Joao Fonseca, Yannick Sinner. Donc on va faire le pronostic de tous ces matchs dans l'ordre. On va commencer avec le Alcaraz-Casper Ruud qui est le match... si on prend la partie de tableau, enfin si on prend le tableau, même si ce sera le match qui jouera demain, on a Alcaraz, Casper Ruud, Alcaraz qui en a marre de jouer face à Roger Federer, c'est ce qu'il a dit, face à des joueurs qui jouent toujours comme Roger, c'est-à-dire qui jouent très bien. Dès que tu arrives face à Alcaraz, c'est un joueur qui joue bien, mais voilà, Alcaraz qui fait bien jouer les autres, mais qui gagne les matchs quand même, qui est invaincu toujours en 2026. Voilà, Rinderknecht, globalement Rinderknecht c'est son premier tour, parce que bon, il a été bail du premier tour, deuxième tour, je crois Manuel Cerundolo, il fait forfait, donc c'est vraiment son premier tour là face à Alcaraz, qui fait un gros match, qui mène 1-7, un break. Et puis Alcaraz s'est énervé, 6-3, 6-2 pour terminer le match. C'est dommage pour Rinderknecht encore une fois. Rinderknecht, quand il joue face à Alcaraz, il fait un match très intéressant. Comme à chaque fois, tous les matchs Rinderknecht-Alcaraz, je crois qu'il n'y a pas eu de claque. Alcaraz, il n'a jamais mis une claque à Rinderknecht. Déjà à Doha qu'on a vu là il y a quelques semaines, ça avait fait 6-4, 7-6, donc ça a été un match plutôt serré. Il y avait eu au Queens, ça avait été un match serré, donc à chaque fois Rinderknecht il est pas loin, mais il n'arrive pas à battre Carlos Alcaraz. Cette fois-ci il prend un set, mais il n'arrive pas à battre Alcaraz. Alcaraz qui va jouer Casper Ruud qui a battu Valentin Vachereau. Valentin Vachereau qui s'arrête même s'il fait voilà. Vachereau c'est quand même bien globalement ce qu'il fait, il lui prend un set à Casper Ruud. Bon Alcaraz, Casper Ruud évidemment, je vais pas dire de dinguerie, Carlos Alcaraz. C'était le huitième d'ailleurs que j'avais pronostiqué, j'avais dit qu'on aurait un Alcaraz Casper Ruud, c'est ce qui se passe. Et ouais, je vois Alcaraz gagner évidemment, sans trop de difficultés. Peut-être un match un peu comme face à Dimitrov, peut-être pas 6-2, 6-3, mais un 6-4, 6-3, un truc comme ça. Je vois pas un match, je vois pas Ruud en fait inquiéter Carlos Alcaraz, je vois pas dans quelle mesure il peut gêner Carlos Alcaraz. Alcaraz qui va pouvoir tranquillement construire, s'il a besoin de jouer sur le revers de Casper Ruud, il va le faire. Enfin, il a tout pour exploser Casper Ruud, pour lui mettre un 4-4, un 4-3, un match tranquille pour Carlos Alcaraz avant de démarrer dans du lourd ou pas. Parce que le deuxième huitième de finale, c'est Hijikata face à Cameron Norrie. Là, j'ai eu tout faux. J'avais dit Bublik de Minor. De Minor qui prend 4-4 par Cameron Norrie. Bublik qui perd en 3-7 face à Hijikata. Bublik qui... ça descend un petit peu vraiment ce grand Bublik qu'on avait sur cette fin 2025, même ce début 2026, où il gagne un titre, où ensuite il fait 8ème à l'Open d'Australie, à ce match face à De Minaur, où il passe à côté. De Minaur est d'ailleurs très très bon, mais Bublik passe à côté. Et depuis, c'est un petit peu plus compliqué pour Alexander Bublik, qui joue du coup face à... Donc du coup on a Hijikata qui joue face à Cameron Norrie. Cameron Norrie, je rappelle, vainqueur en 2021. Hijikata qui sort des qualifs. Pour moi, Cameron Norrie va passer parce qu'il joue bien. Globalement, franchement, Cameron Norrie fait un super début de tournoi. Il met 2-3 à McDonald's, il met 4-4 à De Minaur. Mettre 4-4 à De Minaur, franchement, c'est quand même pas mal. Et ouais, Cameron Norrie, pour moi, il va battre Hijikata. Et Cameron Norrie va se frayer un chemin en quart de finale face à Alcaraz. Et on sait que Cameron Norrie, c'est un des rares joueurs, et c'est pas une blague, c'est un des rares joueurs à avoir battu 3 fois Carlos Alcaraz en carrière. C'est fou de dire ça, mais oui, Cameron Norrie fait partie de cette liste de joueurs à avoir battu minimum 3 fois Carlos Alcaraz. Il l'a battu 3 fois, notamment la dernière fois à Paris, en début de tournoi à Paris 2025. À voir ce que ça va donner si jamais ce quart de finale a lieu. Mais voilà, je vois un premier quart de finale entre Carlos Alcaraz et Cameron Norrie. Je vois Norrie gagner globalement 2-7 contre Hijikata. On passe au huitième de finale pour moi. Je l'ai dit, c'est le huitième de finale à ne pas louper entre Novak Djokovic et Jack Draper. Même si évidemment, on a un Djokovic en mode Master 1000. Très clairement, c'est un Djokovic qui lâche des sets. C'est un Djokovic qui n'a pas cette fin qu'il a comme il a en Grand Chelem notamment. C'est un Djokovic qui, voilà, en plus notamment Indian Wells, l'année dernière, il perd face à VDZ. Il était clairement là sans être là. En 2024, il perd face à Luca Nardi. Là, franchement, face à Marc Zack, quand tu vois le premier set, qu'il est mené 4-1 double break, tu te dis ça peut suivre la même lignée qu'en 25 et en 24, où il perd à chaque fois au premier tour. Et au final, il s'est un petit peu énervé après, 6-1, 6-2 pour Djokovic. Face à Kovacevic, pareil, il gagne le premier set.
Le deuxième, il prend 6-1. Et le troisième, bah, c'est un peu compliqué. Il est très passif sur les balles de break, mais il s'en sort parce que c'est Novak Djokovic et que Kovacevic fait un jeu catastrophique sur le dernier jeu. Mais il fait un jeu catastrophique parce qu'en face, il joue un joueur qui s'appelle Novak Djokovic. Et tu sais que si tu laisses un tout petit espace à Novak Djokovic, bah voilà. Et je pense que Kovacevic, il a cru à cette victoire par référence, cette victoire mythique d'avoir dans son palmarès, de pouvoir se dire j'ai battu une fois dans ma carrière Novak Djokovic, même si c'est un Djokovic en mode Master 1000 2026, mais ça reste dans son palmarès avoir battu Djokovic. Je pense qu'il s'est vu battre Djokovic et que ça lui a mis un peu la pression cette fin de match et qu'il a craqué face à un Draper qui a eu un match très compliqué face à Roberto Bautista Agut, notamment pendant un set où Roberto Bautista Agut a vraiment été bon sur le premier set. Et face à Cerundolo, c'était un peu mieux, notamment le premier set. Cerundolo qui a failli perdre d'ailleurs face à Benjamin Bonzi, c'est dommage pour Benjamin Bonzi. Et donc on a Jack Draper qui est sur le retour. Je rappelle qu'il a vraiment fait sa reprise de sa saison depuis sa blessure qu'on n'a pas vu à Wimbledon. Il est revenu à l'US Open, il fait un match, il fait forfait. Pareil, là il fait un match de Coupe Davis, il fait forfait derrière à Doha. On le retrouve à Dubaï, il passe un tour et ensuite il perd au tour d'après contre Rinderknecht. Donc on a un Draper qui est sur le retour, qui est en reprise, un peu comme Arthur Fils. L'objectif pour lui, c'est de remporter des matchs, comme Arthur Fils, d'ailleurs, le fait très très bien, on va y revenir. Et on a un Novak Djokovic qui, de l'autre côté, bah, c'est que du bonus. Clairement, un Master 1000 pour Novak Djokovic, c'est une toute petite cerise sur un gâteau qui est déjà énorme pour Novak Djokovic s'il arrive à avoir ce 41e Master 1000. Je le vois pas gagner Indian Wells, je pense, notamment vu le niveau qu'il produit en ce moment, c'est pas du très bon Djokovic. Mais le problème, le truc avec Djokovic, c'est qu'il est capable d'être pas bon face à Marzak, face à Kovacevic, et de sortir un match contre Draper dont lui seul a le secret, et de battre Draper, et d'ensuite passer au tour d'après. Et on se dit, Djokovic, qui fait quand même partie des outsiders, il est quand même très dangereux. C'est ça qui est toujours très fort avec Novak Djokovic, qu'il est capable de faire fermer des bouches sur un match à tout le monde, de se dire en fait, de passer d'un joueur où on se dit il a aucune chance de gagner, en fait il peut battre tout le monde parce que c'est Novak Djokovic, et on a tendance parfois à l'oublier. J'avais dit en début de tournoi, j'avais vu ce huitième de finale, ce Djokovic-Draper, et j'avais dit, pour moi c'est le match typique où Draper lui met 6-2 dans le premier set, où on a un Djokovic qui est absent du premier set, qui joue pas, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, t'as un Draper qui est très bon, et puis petit à petit on a Djokovic qui commence un petit peu à tisser sa toile, à faire rentrer Draper dans sa filière de jeu, à faire mal à Jack Draper, un Draper qui commence un petit peu à s'épuiser aussi physiquement, parce que j'ai peur que physiquement, en finale, soit Draper. Je dis que j'ai peur dans le sens où Draper est quand même beaucoup plus jeune que Djokovic, et que normalement, c'est à Djokovic de craquer physiquement, dans la normalité des choses. Et j'ai peur en fait que Draper se mette à craquer, et qu'on ait un type de match genre 2-6, 6-4, 6-2 pour Novak Djokovic. Un match où Djokovic tisse sa toile petit à petit et réussit à s'en sortir physiquement face à Jack Draper. C'est encore colossal de dire ça d'un joueur qui a presque 39 ans, va peut-être faire craquer un joueur. Il a quoi, 24 Jack Draper, c'est 25 peut-être, c'est un 2001. Donc franchement, s'il arrive à faire ça, Djokovic est colossal. Mais je vois Djokovic passer parce que pour moi, tant que Djokovic est dans un tournoi, il sera toujours très très dangereux. Il faut pas oublier Novak Djokovic, même si là, on l'a vu sur le début de tournoi, c'est moyen, mais ça passe. Et l'année dernière, c'était aussi moyen et ça passait pas. Là, cette année, c'est moyen et ça passe. Et je trouve que même dans l'attitude Djokovic, cette année, il a quand même changé d'attitude, je trouve, dans ses conférences de presse, de dire qu'il va être très très dur à jouer, très compliqué à battre, que pour le battre, il va falloir aller le chercher et tout. J'aime bien ce qu'il dit parce que l'année dernière, il était un peu défaitiste quand il est perdu face à Alcaraz et à l'US Open. Il avait dit, bon, a priori, ça va être très compliqué pour les battre. Et justement, à l'Open d'Australie, il a redit, ce sera très compliqué, oui, mais pas impossible. Et cette phrase-là, j'ai adoré cette phrase-là, parce que je trouve que ça montre vraiment le switch de Novak Djokovic, qui est vraiment reparti en mode mission, en mode, mais je vais aller me les fracasser, ces Sinner et Alcaraz, sur un grand chelem, et je vais aller me chercher ce 25e grand chelem. Je lui souhaite évidemment de le faire, et s'il le fait, ce sera un miracle absolu. Surtout là, l'âge qu'il a, plus le temps avance, plus ça va être difficile pour Djokovic. Mais déjà, je vois Bad Draper, donc en 3-7, un type 2-6, 6-4, 6-2, un truc comme ça, pour Novak Djokovic. Medvedev face à Mikkelsen. J'avais eu tout faux, j'avais dit Lechka, Fritz, j'avais mis Medvedev perdant parce que j'avais dit que je savais pas trop ce qui se passait avec Medvedev qui était bloqué à Dubaï. Au final, il n'est pas du tout bloqué Medvedev parce qu'il est vraiment bon sur cette Indian Wells. Et Medvedev qui, franchement, continue sa très bonne série de victoires. Il joue bien Dave Medvedev et ça fait plaisir à voir. C'est un très bon Medvedev qui va jouer face à Mikkelsen qui a battu Hugo Humbert. Malheureusement pour Hugo Humbert, encore une défaite un peu terrible pour le Français qui a battu Fritz. Fritz, c'est pareil, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il joue diminué, comme en début de saison dernière, mais qu'il joue quand même, donc c'est un peu bizarre. On peut pas
Oui, il est un peu diminué, mais il joue quand même. Donc en fait, on est obligé de juger Fritz quand il joue au tennis. Et là, Fritz, c'est pas très très bon ce qui se passe pour Taylor Fritz en ce moment sur ce début de saison. Et donc Medvedev face à Mikkelsen. Je vois Medvedev passer, je vois Medvedev un petit peu dégoûter Mikkelsen, je vois Medvedev tout lui ramener. Un Medvedev vraiment qui est vraiment très très bon, qui a retrouvé un très 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 bon niveau. Et je suis très content de revoir ce Medvedev là. Et ouais, Medvedev, je pense qu'il a envie d'aller jouer Djokovic ou Draper au tour d'après. Il a envie de se frotter à ce type de joueur-là. Et c'est pas pour dénigrer Mikkelsen que je dis ça, avec Mikkelsen qui est un très bon joueur, mais je pense que Medvedev, il a envie de se frotter à ces top 10-là, à ces joueurs top 10, top 5. Il a envie d'aller se frotter à ces joueurs-là. Et c'est pour ça que je vois Medvedev passer en 2-7, avec peut-être un tie-break, un 7-6, 6-4, un 7-6, 6-3 pour Medvedev. Mais je vois un Medvedev globalement solide comme il l'est depuis la semaine dernière à Dubaï. Arthur Fils, Félix Auger-Aliassime. Arthur Fils qui a dit: je suis très content parce qu'en ce moment, pour me battre, il faut être très très fort. Je suis pas loin de retrouver mon meilleur niveau. C'est top. Et d'ailleurs, c'est la vérité. Arthur Fils joue vraiment bien sur ce début de saison, enfin, en tout cas depuis sa reprise. Il y a eu Montpellier, il perd face à Félix Auger-Aliassime. Il y a eu Rotterdam, il perd face à Deminor au premier tour. On peut se dire que c'était ce petit coup d'arrêt là, mais tu joues Deminor au premier tour, c'est pas une honte de perdre face à Deminor qui en plus derrière va chercher le tournoi. T'as Doha évidemment où il va en finale. Il ne fait pas Dubaï pour des raisons un petit peu de repos. Il l'a dit d'ailleurs, c'est des raisons, c'est plus par précaution que par blessure. Donc c'est très bien pour Arthur Fils d'avoir cette lucidité là de ne pas aller à Dubaï. Et ensuite, il se retrouve là à Indian Wells. Il est tête de série. Et il nous fait un très bon début d'Indian Wells. Et il se retrouve en 8ème de finale contre Félix Auger-Aliassime. Félix Auger-Aliassime qui l'avait battu notamment à Montpellier, qui l'avait même explosé. Ça avait fait 6-4, 6-2, mais c'était un massacre. Il n'y avait clairement pas eu match. Auger-Aliassime avait été au-dessus du lot, notamment le fait qu'il y ait un toit sur la tête. Ça avait avantagé de fou Auger-Aliassime. Et donc là, sur un match où il n'y aura pas de toit sur la tête, est-ce qu'Arthur Fils peut battre Félix Auger-Aliassime? Dans mon tableau, j'avais mis dans ce 8ème de finale là, j'avais dit qu'Auger-Aliassime allait battre Arthur Fils, et là je vais changer d'avis. Je change d'avis, je pense qu'Arthur Fils, vu le début de tournoi qu'il nous fait, et vu qu'Auger-Aliassime lâche un 7 face à Gaël Monfils au tie-break, lâche un 7 face à Gabriel Diallo au tie-break, je me dis qu'il peut encore en lâcher un, voire deux face à Arthur Fils, et je vois Arthur Fils battre Félix Auger-Aliassime. Et ce serait vraiment une victoire encore retentissante pour Arthur Fils. Déjà, ce qu'il nous a fait à Doha, c'est déjà assez retentissant, même si beaucoup vont se rappeler de cette finale face à Alcaraz où il se fait martyriser. Mais il ne faut pas oublier que s'il se fait martyriser par Alcaraz en finale, c'est parce qu'il a eu le mérite d'aller en finale. Et ouais, pour moi, il va battre Félix Auger-Aliassime. Et je pense que ça va être une belle victoire pour Arthur Fils, qui du coup va retrouver les quarts de finale à Indian Wells comme l'an dernier. Et on dit que c'est quand même une période là où Arthur Fils il a beaucoup de points à défendre par rapport à la fin de saison où il aura 0 points à défendre. Et mine de rien, je trouve qu'il fait vraiment les efforts pour défendre ses points. Et il peut être tête de série à Roland. Et Arthur Fils tête de série à Roland, c'est un Arthur Fils qui peut être dangereux. Et franchement, il est sur les temps de passage. Je ne m'attendais pas à ce temps de passage-là. Moi, j'avais dit, je veux qu'il retrouve son niveau petit à petit sur la saison sur terre battue. Et là, je trouve qu'il a déjà repris son niveau quasiment dès son retour. Dès Doha, il avait déjà son niveau. 2 semaines après son retour, il était déjà à son niveau. Et moi, je trouve ça très très bien pour Arthur Fils, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes en intersaison d'Arthur Fils. Qu'est-ce qui se passe? Son dos, on n'avait pas trop de nouvelles. Il fait pas l'Open d'Australie. On se dit, mais c'est quoi ce délire? Et là, c'est très très encourageant pour Arthur Fils. Donc je vois Arthur Fils battre Félix Auger-Aliassime peut-être en 3-7. Tiafoe Zverev. J'avais vu aussi ce 8ème de finale là. J'avais dit que Zverev allait passer. Zverev qui a été très 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 tendu face à Nakashima. C'est pas peu de le dire. Franchement, Zverev qui se fait peur, mais qui se fait peur face à Nakashima, qui tremble quasiment, enfin qui tout petit bras et tout, mais qui s'en sort, qui gagne sa 100e victoire en Master 1000. C'est quand même très bien, il faut le signaler, pour Alexander Zverev, et qui joue face à Tiafoe, qui franchement depuis ce début de saison joue plutôt pas mal. Francesco Tiafoe qui fait finale à Acapulco, qui même fait 3ème tour à l'Open d'Australie contre Deminor. Il fait un bon match, même s'il perd en 3-7 contre Deminor, mais Deminor a fait un très beau match. Ouais, donc un match très intéressant entre Francesco Tiafoe qui est capable comme ça sur des gros matchs de sortir de grosses performances. On se dit ouais, Tiafoe quand même, parfois il est capable de sortir des perfs comme ça. Et un Zverev qui, en ce moment en Master 1000, c'est compliqué de lui trouver un très 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 gros résultat en Master 1000. Il n'y a pas de finale depuis son titre à Bercy en 2024, donc ça fait 1 an sans finale. Je crois que son meilleur résultat en dernier, c'est demi-finale qu'il perd contre Kachanov à Toronto ou à Montréal, en tout cas au Canada. Donc Zverev qui a besoin quand même d'avoir de bons résultats. Il y a cet Open d'Australie qui a été encourageant pour Zverev, même s'il y a ce match-là bizarre face à Alcaraz où il est venu de 7-0, t'as les crampes d'Alcaraz, il a le match en main parce qu'il sert pour le match, et puis il tremble dans cette fin de match. Et
voilà, c'est Zverev et en Master 1000, il sera toujours très dangereux. Et je vois Zverev passer en 2-7, mais en 2-7 serré, un 7-6, 7-6, un truc comme ça, un 7-6, 7-5, parce que je pense que Tiafoe va pas se faire écraser. Parce que moi, franchement, Tiafoe, je trouve qu'il joue vraiment bien. Mais ouais, Zverev, il a besoin de retrouver quand même de la confiance en Master 1000, parce que c'est quand même un joueur qui est capable de remporter pas mal de Master 1000, qui a toujours été très bon sur 2-7 gagnants. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a toujours été meilleur sur 2-7 gagnants que sur 3-7 gagnants, où justement l'aspect mental joue plus sur 3-7 gagnants et fait que Zverev, on sait que mentalement c'est plus compliqué que les autres, fait que Zverev a un déficit à ce niveau-là par rapport sur les matchs en 2-7 gagnants, où je pense qu'il aura moins de complexe d'infériorité face à Sinner et Alcaraz en 2-7 gagnants qu'en 3-7 gagnants, à voir sur ce que je dis, à voir ce que ça donne. Mais donc Zverev, déjà pour aller jouer Sinner et Alcaraz, il faut au moins aller en demi-finale vu le classement qu'il a. Et ouais, je vois aller Zverev battre Frances Tiafoe et aller en quart de finale face à notre Français Arthur Fils. Lerner Tien face à Davidovich Fokina. J'avais dit Lerner Tien Mensik pour mon pronostic. J'ai eu à moitié bon, à moitié faux. Lerner Tien qui a battu Shelton, qui était un petit peu match, Shelton un petit peu bizarre sur ce tournoi. Mais voilà, Lerner Tien, toujours très bon de surface quand même. En plus, je trouve qu'il a avantage un petit peu. C'est une surface voilà, où le lift, ça marche bien. Où Tien, il peut quand même utiliser sa palette de coups. Et face à un Davidovich Fokina qui, par moment, peut être très bon et par moment peut être complètement absent. Je me dis que Tien, peut-être dans la régularité du match, peut s'en sortir. Je pense qu'on peut avoir peut-être le match le plus sous-coté de ces affrontements parce que je pense que c'est un match qui peut finir en 7-6, 3e set. Et pour moi, ça va peut-être être le match le plus serré parce que j'ai dit que Djokovic Draper, ça finirait en 6-2, 3e set. Je pense que le Tien Davidovich Fokina, ce sera pour moi le match le plus serré de ces 8e de finale, le match où ça va se terminer sur un 7-6 au 3e set, 7-5, 3e set, un truc comme ça, où on va avoir un des deux qui va avoir balle de match et qui va perdre le match. Ouais, je vois Tien passer sur ce match-là à la fin, mais peut-être avec un Davidovich Fokina qui sauve des balles de match et qui perd le match, un scénario digne d'Hollywood, un scénario digne d'une finale de Davidovich Fokina. Bon là c'est qu'un 8e de finale, mais ouais je vois un match, pour moi c'est peut-être l'affiche la plus sous-cotée parce que on en parle très peu, évidemment il y a Draper, Djokovic, il y a Fonseca Sinner, il y a même Arthur Fils au Aliassime pour les francophones, mais Tien Davidovich Fokina on n'entend quasiment pas parler, et pour moi c'est peut-être le 8e de finale le plus sous-coté en termes de... Parce que oui, c'est pas deux joueurs qui sont peut-être bankable, même si Tien et Davidovich Fokina peuvent l'être à sa manière, mais pour moi c'est une affiche qui peut vraiment être popcorn et être pour moi l'affiche de ces 8e de finale. Et on termine sur le Fonseca Yannick Sinner. J'ai eu faux, j'ai dit Tommy Paul Yannick Sinner. Fonseca qui a battu Kachanov en s'envoyant 2 balles de match, qui a battu Tommy Paul, qui a écrasé d'ailleurs Tommy Paul. Et j'ai peur que ce match-là fasse pchit parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent énormément de ce match entre Fonseca et Sinner, le premier entre les deux. C'est pour ça que c'est forcément très attendu entre voilà la génération actuelle dominante, Sinner et Alcaraz, et la génération censée être la génération future avec Joao Fonseca. Et on a forcément une attente sur ce match qui est considérable. On veut voir ce match entre Fonseca et Yannick Sinner. Un Yannick Sinner qui démarre tranquillement ce tournoi, même si face à Shapovalov il s'est pas été d'entrée, mais après il n'y a pas eu trop de grosses alertes. Et ouais, je vois pas en fait Sinner se faire inquiéter par Fonseca. Peut-être que Fonseca, j'ai l'impression, va surjouer en fait ce match-là, peut-être surjouer un petit peu ce match-là. Et je vois même un Sinner gagner 3-3 assez tranquillement en fait. Peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai peur en fait que Fonseca surjoue sur ce match-là, dans le sens où lui aussi se sait attendu. Il y a ce côté, forcément Amérique du Sud. Depuis le temps que les Brésiliens, ils attendent qu'ils aient un nouveau vainqueur de Grand Chelem. Ça fait 25 ans que Guga, il a gagné son dernier Roland-Garros. Évidemment, il n'y a pas eu trop de joueurs brésiliens dernièrement qui ont brillé. Et ce fait qu'il y ait cette hype énorme sur Fonseca, et on sait que le Brésil, c'est un pays qui décuple encore plus, la passion du sport, évidemment, notamment avec le foot aussi. Mais avec le tennis, c'est pareil. Quand Fonseca joue au tennis, tu as toujours une ambiance de folie parce que c'est Joao Fonseca. Et tu as plein de Brésiliens qui viennent le voir, qui l'adorent parce que justement, l'ambiance est full, c'est Joao Fonseca. Et je pense quand même que ce match-là peut faire pchit. Et je vois Sinner passer globalement tranquillement, en fait, 6-3, 6-3. Et ouais, à voir sur Sinner, parce que je trouve qu'on en fait un peu trop dire. On s'inquiète un peu pour Sinner, un peu trop vite, je trouve. Mais s'il perd, par contre, il faudra commencer un petit peu à s'inquiéter. Mais là, pour moi, il ne perdra pas ce match-là face à Fonseca. Dites-moi, vous, vos pronos de ces 8e de finale. Quel est le 8e que vous attendez le plus? Moi, c'est le Draper Novak Djokovic. Pour moi, le 8e le plus serré, ça sera le Davidovich Fokina Lerner Tien. Dites-moi, vous, votre 8e le plus serré et votre 8e que vous attendez le plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis salut à tous. On se retrouve très vite pour parler de cette fin d'Indian Wells. Salut à tous. Portez-vous bien.